Bonjour à tous. C'est un contenu un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, car à vrai dire, ça fait un moment, mis à part des exercices, que je n'ai rien publié du tout. Je fais cet audio plutôt qu'une vidéo, comme ça vous pourrez l'écouter en faisant autre chose. La vaisselle, je ne sais pas, le ménage, ou votre séance de sport par exemple. Aujourd'hui, je tenais à vous parler du film De Substance de Coralie Fraja, un film français avec à l'affiche Demi Moore qui a obtenu d'ailleurs un Golden Globe pour ce rôle. Et je peux vous dire que ce film m'a vraiment marqué. C'est d'ailleurs pourquoi je fais cette vidéo. Un esthétisme prononcé, une atmosphère vraiment pesante, un symbolisme, des significations de couleurs, une photographie somptueuse et des rôles joués selon moi à la perfection. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Requiem for a Dream, mais il y a vraiment des airs de ce film-là. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande très fortement. Il y a énormément à dire sur De Substance, tellement il est riche de sens, et si vous ne l'avez pas vu, allez-y, car là, dans ce podcast, je vais vraiment spoiler comme un cochon. Donc cet audio n'est pas destiné à faire une critique du film, il y a déjà des tas de personnes qui l'ont fait. D'ailleurs, elles sont très détaillées et je pense pas être la meilleure personne pour en faire une analyse cinématographique. Cependant, je vais vous faire part de ce qui est pour moi un des thèmes centraux du film, à savoir une meilleure version de soi-même et l'acceptation de soi. Disclaimer, le film est très caricatural. Il y a parfois des incohérences dans la temporalité puisque tout le monde a l'air d'être vêtu comme dans les années 60-70, mais les gens ont des smartphones ou même des clés USB. Mais bon, ces anachronismes ou d'autres incohérences ne gênent en rien le génie du film. Donc le film commence sur une étoile de ce qui semble être Hollywood Walk of Fame. Vous savez, ce trottoir avec les étoiles et le nom des acteurs et des chanteurs à Los Angeles. Et donc on s'arrête sur une étoile euh, qui est celle d'Elizabeth Sparkle, incarnée par Demi Moore. Et rien que dans cette scène d'introduction, il y a beaucoup à dire. Rien que déjà sur le nom Sparkle, qui peut signifier éclat, si on traduit vers le français. Moi personnellement, ça m'a fait plus penser à une étincelle, donc quelque chose de bref. Aussi, une étoile. Euh, une étoile comme une étoile filante. Et d'ailleurs, la deuxième scène nous fait un time-lapse de plusieurs années sur l'étoile d'Elizabeth, sur le Hollywood Walk of Fame, en vue du dessus. On remarque que cette étoile se casse et se désagrège avec le temps. Et en effet, le temps a passé et la protagoniste va fêter son 50e anniversaire. Elle est encore très en forme à 50 ans. On peut la voir animer une émission de fitness, donc ça c'est son travail. Et pour 50 ans, alors là vous allez me dire oui, mais c'est Hollywood, donc forcément Demi Moore est très en forme pour son âge parce qu'elle a recours à des chirurgies esthétiques et peut faire du sport toute la journée pour un rôle. Oui, mais de base, Demi Moore, il me semble qu'elle a 60 ans. Mais bon, bref, passons. Donc pour son 50e anniversaire, elle est très en forme, très athlétique. Et ce jour de ses 50 ans, elle anime ce qui sera sa dernière représentation à la télé. Son patron, dénommé Harvey, est selon moi la personnification de la gourmandise. Il y a une scène d'ailleurs sans image gore ni obscène, mais qui suscite un dégoût profond. C'est lorsqu'on le voit manger, avec un close-up et le micro qui capture tous les bruits de bouche.
Je peux vous dire que c'était pour moi la scène la plus insoutenable du film. J'étais prêt d'ailleurs à faire une avance rapide pour pas regarder ça tellement c'était écœurant. Donc son boss la vire lâchement sans vraiment lui dire les termes. Sauf que elle comprend que c'est à cause de son âge et de ses imperfections. Elisabeth, en partant de ce rendez-vous, a un accident de voiture et elle se voit transportée à l'hôpital. Donc là-bas, tout va bien, elle est saine et sauve, sauf que elle est inconsolable et elle éclate en sanglots. Elle est secouée non pas par l'accident de voiture, mais par la nouvelle qu'elle vient d'apprendre, soit qu'elle a été virée à cause de son âge. Et dans cette chambre où elle se fait sculpter, et elle y fait la rencontre d'un jeune infirmier qui lui donne un numéro de téléphone avec une clé USB. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, ce gars est irréel. Des yeux d'un bleu limite hypnotisant. La peau est impeccable, limite elle brille. Et là, coup de massue, Demi Moore sort de l'hôpital, elle revoit Fred, un ancien prétendant du lycée à qui elle n'a jamais donné l'heure. Et lui, il est tout content et il la complimente toujours et lui dit qu'elle n'a pas changé. Alors ce moment-là, c'est un biais de confirmation pour le personnage principal. On le voit aussi d'ailleurs tout au long du film, lorsqu'elle se déplace dans la rue, les gens ne la regardent plus. Même ce personnage au début qui renverse sa nourriture sur l'étoile l'essuie avec son pied. Donc on voit très clairement qu'elle se fait piétiner, bien que ce fût une star. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'un souvenir. Et ça peut être difficile à vivre pour une personne qui a toujours été le centre de l'attention, qui est symbolisée par l'étoile d'Hollywood. Tout finit irrémédiablement par passer. C'est alors qu'Elisabeth consulte enfin le contenu de cette clé USB et commence sa descente dans le terrier du lapin. Elle finit par s'injecter la substance. De là, un double qui se nomme Sue sort de son corps. Il y a quand même quelques règles d'utilisation avec la substance. Il faut respecter les consignes d'utilisation et alterner tous les 7 jours. Cependant, la voix anonyme nous fait bien comprendre que la matrice et le double sont la même personne. Alors là, c'est mon interprétation, mais il y a plein de parallèles avec la religion. Le numéro 503 qui symbolise, il me semble, un chapitre de la Genèse. Et 503, c'est le numéro de la carte qui permet de récupérer la substance. La matrice, donc la mère. Les 7 jours qui sont le renouveau. Et si au départ elle joue le jeu et jouit d'une nouvelle jeunesse à travers les traits de Sue, avec toute l'attention qu'elle mourrait d'envie d'avoir, pendant une soirée à la fin du cycle de 7 jours, donc au moment où elle doit échanger de corps et redevenir Elisabeth, elle veut jouir des plaisirs de la chair. Et elle contourne une consigne en prélevant du liquide qui sert de nourriture à la matrice, donc à Elisabeth, et par extension d'elle-même. Le lendemain, elle s'aperçoit qu'une partie de son corps est comme nécrosée suite à cette dérive de son double Sue. Elle décide d'appeler le SAV anonyme de la substance qui lui indique qu'il faut tout simplement respecter le protocole et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Le parallèle entre la substance et les produits dopants, d'ailleurs, y est évident. Il y a des effets secondaires et d'autant plus s'il y a surdose. Elisabeth se rend compte des effets néfastes qu'a la substance, autant sur le corps que psychologiquement.
Elle tente de renouer avec Fred qui lui donne rendez-vous, mais au moment de partir de son appartement, le panneau écrasant dessous à travers la baie vitrée la fige. Impossible de fuir le regard de sa meilleure version. On peut voir l'appartement d'ailleurs comme le cerveau d'Elisabeth, là où tous ses tourments prennent place. D'ailleurs, Sue est dans un recoin caché de celui-ci, comme lorsqu'on le refoule nos pensées, nos sentiments, ou bien même nos traumas. Elisabeth retourne se maquiller, mais le maquillage, les solutions les plus conventionnelles pour se mettre en valeur ne suffisent plus. Elle se remaquille frénétiquement. Et je peux vous dire que pendant cette scène, je me disais limite à haute voix, mais qu'est-ce que t'attends, douille? Pars de suite. Attends, n'attends pas. Sachant pertinemment que si elle partait, elle mettrait fin à l'expérience. Car Fred, c'est un gaffeur. On le voit lors de la première scène. Il fait tomber un papier par terre et dans une flaque et puis il lui redonne comme ça. Bon, c'est pas un lover. Mais bien qu'il soit gaffeur, il n'a jamais changé d'avis sur elle, malgré le temps qui a passé. Dans son regard, c'est elle la plus belle. Être une meilleure version de soi-même, c'est très bien, il faut toujours être meilleur qu'hier. Mais être la meilleure version, quelle que soit d'ailleurs cette version dans les yeux d'une personne qu'on apprécie énormément et nous apprécie en retour, c'est le plus important. Qu'est-ce qui a donc poussé Elisabeth à s'injecter ce produit alors? Alors qu'au début, on n'a pas plus d'informations concernant le fonctionnement de la substance, d'où vient ce produit. D'ailleurs, la voix est anonyme. Il n'y a pas de personnage qui est physique qui apparaît à l'écran lorsque cette voix s'exprime. C'est toujours à travers un téléphone. C'est quoi le processus pour devenir jeune à nouveau? Je suis pas particulièrement croyant, mais on peut prendre la religion pour plus pour de la philosophie. Comme ce film a beaucoup de références bibliques, regardons de plus près ce qui est pour moi un fil conducteur de ce film, les sept péchés capitaux. Donc si on remonte vers le début, vers l'élément déclencheur, c'est Harvey qui l'a viré. Donc Harvey, c'est l'avidité, la gourmandise, qui est d'ailleurs symbolisée par cette scène insoutenable du restaurant. On y retrouve aussi la luxure. Et la luxure, c'est le moment où l'utilisation de la substance bascule. C'est ce qui est cocasse car après avoir eu l'attention du jeune motard, Elisabeth le recroise dans la rue et celui-ci lui parle extrêmement mal et manque d'ailleurs de l'écraser. Un parallèle dans la vie réelle où on peut se faire utiliser et jeter juste après. Ce moment renforce davantage d'ailleurs le sentiment d'Elisabeth que la substance, malgré une mauvaise utilisation, lui est cruciale. On trouve aussi l'avarice, qui est l'apanage dessous, en gardant le contrôle au détriment de la matrice et dépassant les cycles de 7 jours. La jalousie, lorsque Elisabeth voit Sue sur la télé et pète littéralement un câble, voulant même la tuer car elle lui vole ce qu'elle était. Il y a d'ailleurs lors de cette scène un rapport malsain entre la mère et la fille, un rapport presque oedipien, ou plutôt son équivalent qui est le complexe d'Electre, où la fille veut éliminer, évincer la mère, perçue comme une rivale pour s'en affranchir. Alors je dis bien rapport oedipien et non complexe d'Oedipe, car Sue n'a pas de père biologique. Et l'orgueil serait le plus capital des péchés. C'est celui-ci qui est responsable de tous les autres. Dans le film et dans la religion, car Adam et Ève, responsables de la chute originelle, ont justement péché par orgueil.
L'orgueil, c'est l'excès de vanité, de contentement de soi qui pousse l'individu à se passer de l'aide de Dieu. Ici, dans le réel, se passer des règles de la nature, se croyant tout puissant, supérieur aux autres, ou même aux règles qui régissent le monde. L'être humain a le vice de se croire d'ailleurs supérieur, de pouvoir contrôler la physique, les règles de la nature, alors que la nature, ben, elle s'en fiche de ce qu'on pense. C'est elle le maître du jeu. Elle gagnera à tous les coups. Et c'est cette même vanité qui a poussé Elisabeth à défier les règles naturelles de temps qui passe. Et là, on revient à la toute première scène du film avec le jaune d'œuf, l'embryon, la vie, qui se duplique en se séparant de l'original. Du coup, qui de la poule ou de l'œuf est le point zéro? Est-ce la matrice ou le double le problème? Elisabeth ou la société avide et gourmande de nouveautés ainsi que de fraîcheur qui est la fautive? Alors, faut garder à l'esprit que les deux fonctionnent en synergie. Et d'ailleurs, la voix anonyme nous le fait comprendre. Elisabeth et Sue ne sont qu'un. La société et Elisabeth ne sont qu'un, car Elisabeth fait partie de la société. L'un est aussi responsable que l'autre, car l'un et l'autre ne font qu'une seule entité. En tant qu'individu, nous sommes aussi la société et avons notre part de responsabilité. Au fur et à mesure du film, Sue fait une utilisation abusive de la substance. Elle gagne de plus en plus d'attention jusqu'à ce que Harvey lui demande de présenter le New Year's Eve Show. Son avarice est de plus en plus forte et ne faisant pas l'échange, cela finit par détruire la matrice. Si bien que lorsque on voit Elisabeth, lorsque elle se regarde dans le miroir, on y voit une carcasse informe. Je me suis dit, c'est quoi ce sac poubelle fait de boyaux? Euh, c'est décidé, Elisabeth met fin à l'expérience et décide de tuer Sue en lui injectant le produit de terminaison. Mais bon, arrivée à la moitié de l'injection, elle arrête. Elle commence à avoir des regrets. Et elle pense à ce gars-là. Malgré tout, elle a besoin de Sue pour vivre à travers elle ce grand moment que sera la soirée. Elle fait donc tout son possible pour réanimer Sue. Et là, bingo, ça marche. La matrice et le double, la mère et la fille, se rencontrent, conscientes toutes les deux en même temps pour la première fois. Et là, il y a autre péché capital, la colère. Sue est furieuse de cette tentative de meurtre, cette colère qui est d'ailleurs renforcée par le sang rouge qui commence à repeindre tout l'appartement. C'est vraiment une bataille entre l'original et le double, et c'est bien sûr Sue qui va l'emporter en tuant Elisabeth. Et là, j'ai vraiment eu mal pour Elisabeth, la pauvre grand-mère qui a perdu vraiment tout. C'était un combat qui était un petit peu insoutenable. J'ai vraiment eu de la peine pour elle. Donc la fille a bel et bien tué la mère, comme le complexe d'Electre. La vanité a poussé le personnage principal à sa perte. À ce moment du film, je me suis dit, le film est fini. Eh bien non. Si tout le film est très bien mené, la fin, en ayant discuté avec plusieurs personnes, elle peut laisser perplexe. Mais bon, la fin n'est pas parfaite, mais elle est essentielle à la conclusion de ce film. Après avoir tué Elisabeth, Sue se rend à la grande soirée dont elle est la star. Cependant, on ne peut subsister sans le matériel de base. Qui de la poule ou de l'œuf? Je vous repose cette question.
Eh bien là, il n'y a pas de poule ou de l'œuf, car comme la toute première scène, l'œuf sort de l'œuf. On ne peut pas échapper à soi-même. Sue commence à se désintégrer en perdant d'abord des dents, puis une oreille. Elle saigne beaucoup. Elle retourne à l'appartement en catastrophe pour avoir la solution d'activation. Et là, coup de génie, à la quasi-fin du film, le thème central est cité. Sue, avant de s'injecter la substance, dit vite une meilleure version de moi. Elle était pourtant parfaite, comme disait Harvey. Elle était validée par l'ensemble du public, mais en reniant son soi original, elle se perd en pourrissant. Pourtant, la meilleure version de vous ne peut exister sans le vous original. Qui vous a amené à être là où vous en êtes aujourd'hui? Posez-vous la question. Vous me direz, il manque la paresse comme péché capital. Eh bien, encore une fois, c'est mon interprétation, mais je trouve que ça tient plutôt debout. Mais la paresse, c'est nous, les spectateurs, de ce qu'on vient de voir. Impuissants face à tant de violence, c'est aussi la paresse dans notre vie de tous les jours, d'utiliser des artifices comme les filtres Instagram, l'IA, le maquillage ou autres produits illégaux, plutôt que de travailler sur nous-mêmes en s'acceptant. La meilleure version de soi-même, si souvent citée depuis des années, on fait d'ailleurs, on entend que ça depuis des années. D'ailleurs, je commence vraiment moi-même à vomir cette phrase, la meilleure version de soi-même. Euh, oui, oui, c'est bien, on a vraiment compris, mais tout le monde le sort à n'importe quelle sauce. Mais selon moi, la version de soi-même s'acquiert en étant en paix avec soi-même. Vouloir une meilleure version de soi-même pour avoir l'attention et plaire aux gens, ce n'est pas une démarche très saine. Ces mêmes personnes qui finiront par vous oublier de toute façon, car personne n'est irremplaçable et comme une étincelle, nous sommes éphémères. Ne soyons pas paresseux d'effectuer ce travail d'acceptation de soi. Nous vieillissons tous, on a tous des cicatrices, des vergetures, des rides. Le temps passe, certes. La paresse pourrait d'être aussi fataliste, mais je préfère le courant de pensée déterministe. Il est indéniable que nous pouvons lutter contre la nature. Il nous faut mettre notre orgueil de côté en respectant ce cadeau que nous a fait la nature, à savoir notre corps. Car aussi généreuse soit-elle, Dame Nature nous le reprendra un jour. Être une meilleure version de soi-même, physiquement, oui, c'est très bien. Mais aussi, faut-il l'être mentalement et surtout, ne pas oublier d'où l'on vient, sans renier qui on était hier. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et à très bientôt.